Vous publiez chez Futuropolis le dernier volet, le 6e de votre série Matteo. Matteo, 6e époque, de septembre 1939, 3 juin 1940. D'abord, première question, est-ce que c'est pas trop difficile de se dire que c'est fini avec ce personnage, Matteo, qui vous a accompagné pendant une quinzaine d'années? C'est trop tôt pour le dire. Je pense que je pourrais répondre précisément à cette question dans 2, 3 mois, 4 mois, parce qu'il n'y a pas si longtemps que j'ai arrêté. Après, il y a toujours la suite avec la promotion ou Il est toujours là suivi pour le de moment. fabrication, etc. Donc, non, je ne sais pas encore. Mais c'est bien possible, oui, il y a toujours un moment un peu de flottement. Ça m'était arrivé pour le sursis, ça m'est arrivé pour le vol du Corbeau aussi, donc je pense que je ne vais pas y couper pour Matteo. On va rappeler le contexte de Matteo. La série commence en 1914 à Collioure, dans le sud de la France, et elle va suivre donc pendant 25-26 ans. Donc Matteo, fils d'un anarchiste espagnol, lui aussi très engagé à gauche. On va le voir confronté à la Grande Guerre, à la révolution bolchevique, à la guerre civile espagnole et enfin au début de la Seconde Guerre mondiale dans ce dernier tome. Pourquoi vous avez choisi de traiter cette période en particulier, Jean-Pierre Gibrat? Alors la période, ça s'est imposé quasiment à moi parce que j'aimais beaucoup l'histoire, même au lycée et tout ça. Et cette période-là est fascinante parce que dans un laps de temps très court, très resserré, il y a les plus grands espoirs et les plus grands drames, quoi. Si on prend entre la guerre de 14 et je dirais même 38, parce qu'en 38, on sait déjà au moment de Munich que les choses sont cuites pratiquement, qu'on y va tout droit. Il y a 20 ans, quoi. 18, 38, ça fait 20 ans. Il y a des gens qui ont fait deux fois la guerre mondiale, enfin, qui ont été mobilisés 2 fois. Et pour moi, il y a eu des espoirs fabuleux. Vous parlez du Front populaire, Alors, d'ailleurs, le il y a Front aussi populaire, toute cette avant partie-là. la Révolution russe, qui a représenté pour tous les gens qui attendaient, tous les socialistes du monde entier, qui disaient est-ce qu'un jour on va faire une expérience appliquée, quoi? Est-ce qu'on aura l'occasion de vérifier que notre utopie est applicable et encourageante. Et en fait, très très vite, on s'est aperçu quand même, en tout cas pour les gens qui ont été témoins de ce qui s'y passait là-bas, que c'était pas du tout ce qui était espéré. Mais enfin bon, pendant une longue période, il y a eu on ne fait pas d'omelette sans casser deux, il faut laisser le temps, c'est le seul endroit où on fait une expérience de ce genre. Donc il y avait une espèce d'indulgence à moitié avec une cécité un peu marquée, quoi, pour ne pas voir les choses inacceptables, quoi. Et donc pour moi, c'était aussi rendre hommage à mes grands-parents, par exemple, qui ont été des militants syndicaux, communistes, mais qui n'ont rien à voir avec ce que le communisme nous a montré. Eux, c'était pas ça qu'on leur a vendu, quoi. On leur a vendu de l'espoir à crédit, en fait. Ils ont vraiment cru jusqu'à la fin, pour mon grand-père, par exemple, que tout ce qu'on racontait sur l'Union soviétique, c'était faux. C'était faux. Ouais. Ouais, donc ce personnage de Matteo, lui, on le découvre en 14, élevé par des anarchistes, en tout cas par sa mère surtout, mais son père était un anarchiste militant qui disparaît assez vite. Donc, élevé dans le pacifisme, et en fait, il fait tous les conflits de la première moitié. Oui, alors qu'en plus, il est espagnol de nationalité. Il pourrait déjà éviter le premier. Voilà, mais bon, par amour et pour prouver à celle qu'il aime qu'il va partir et s'engager. À un moment, il dit, par rapport au premier conflit, c'est qu'il a déjà un statut un peu inconfortable de réfugié espagnol, et on lui fait sentir, quand toute la jeunesse part dans l'est de la France pour défendre le territoire, que sa place est un peu discutable et tout. Et en plus, sa petite copine est fascinée par le monde de l'argent. Un autre, voilà, le fils du châtelain, là où elle a été élevée, qui en plus, lui, est dans la prestigieuse aviation débutante. Et donc, il comprend que s'il veut reconquérir Juliette, ça passe d'abord par l'Alsace et la Lorraine, quoi. Alors, on va de Collioure à Saint-Pétersbourg en passant par l'Espagne et par Paris. Et comment vous avez travaillé justement pour restituer l'ambiance de cette époque dans ces différents lieux? Alors, ça dépend des lieux. Par exemple, toute la guerre de 14, on a tout ce qu'on veut comme documentation. Après la Révolution russe, c'est beaucoup plus compliqué. Moi, je pensais trouver, sur le plan iconographique, beaucoup de... Et je suis allé maintenant c'est Saint-Pétersbourg, mais c'est Pétrograd à l'époque. Pétrograd à l'époque, Leningrad ensuite. Je pensais qu'il y avait vraiment, pareil, énormément d'iconographie, et ça a été très très dur.
Et sur la guerre d'Espagne, bizarrement aussi, j'ai pas eu tant de visuels que ça. Je pensais en trouver. Je suis allé en Espagne, j'ai essayé de trouver des bouquins, des documents, mais c'est pas si facile. Mais bon, il y a les documents vidéo finalement. Vous êtes déplacé en tout cas, vous êtes Je allé me suis sur les déplacé, lieux. oui. Et je voulais revenir aussi sur votre travail, sur la couleur, qui est toujours exceptionnelle. Moi, je le qualifierais de douceur éclatante. Ça donne aussi cette ambiance et cette identité très forte à la série. J'imagine que ça aussi, c'est quelque chose de très travaillé. Vous avez conféré cette identité-là à votre travail. Oui, en fait, moi, je suis arrivé par la bande dessinée par l'amour du dessin, vraiment. Donc, mes références étaient des illustrateurs qui avaient tendance à être dans le positif, qui faisaient des dessins qui faisaient plaisir. Il y a des dessinateurs qui ont des dessins très expressifs, mais qui peuvent aller jusqu'à vous mettre mal à l'aise. Je pense par exemple à Egon Schiele ou des mecs qui ont une puissance d'expression totale, mais par contre, on est un peu secoué. Moi, j'ai toujours été fasciné par les illustrateurs comme Karl Larsson, Karl Larsson étant même un peintre, mais je dirais des illustrateurs du positif, quoi. Et donc, pour moi, faire des images qui donnent envie aux gens d'être avec les personnages, y compris dans des circonstances un peu dramatiques. Et je sais qu'il y avait un collectionneur une fois qui m'avait dit, j'avais fait un très très grand dessin sur la débâcle, et il m'avait dit c'est malheureux mais on a envie d'y être. Je vois ce qu'il veut dire parce que je m'attache à ça, mais je m'attache à ça comme pour me faire plaisir à moi-même en premier, c'est-à-dire voilà de. Et ça fait plaisir à ceux qui vous lisent. Merci Jean-Pierre Gibrat d'avoir été avec nous sur le plateau de TV5 Monde. Je rappelle donc que le 6e tome de Matteo, le dernier, est donc publié chez Futuropolis. Moi, je trouve qu'il y a quand même un peu d'ouverture à la fin. Il peut se passer encore des choses pour Matteo. Hein. C'est effectivement les premiers retours que j'ai sont assez marqués avec cette considération voilà. que c'est peut-être pas fini. Mais pour moi, c'est terminé normalement. Bon, pour ceux qui aiment, il y a peut-être un peu d'espoir. On verra. Merci à vous d'avoir été avec nous.